Vous avez vu défiler tout à l'heure ces photos du lait, du pont, de la chaussée des Moutiers. Si vous voulez, avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Brigitte et Jacques de nous accueillir dans leur établissement. Remercier Jacques, c'était lui l'auteur des photos. Vous pouvez l'applaudir. Je vais vous dire que ce lieu, il est lourd de symboles pour moi. La première fois que je suis intervenu, c'était dans cette salle. C'était il y a 18 ans. C'était 10 ans après qu'on ait fondé Lazare des Roches Bleues. C'était 2 ans après la disparition de mon copain Vincent. On avait monté tout ça ensemble. Je pense que c'était la première chose dans le livre. Si vous avez l'occasion de le lire, vous verrez. Je l'ai vu bien après, en fait, je l'ai vu en écrivant le livre. C'est la première start-up qu'on ait montée, Lazare des Roches Bleues. Je ne savais pas que c'était une start-up à l'époque, mais on a tout inventé. On a tout inventé pour le faire. Et je pense que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier pour faire beaucoup de choses. J'imaginais pas à l'époque. On est là près de 20 ans après pour ça. Les circonstances font aussi que cette salle, elle est lourde de symboles pour autre chose aussi. 19 mars 2011, c'est plus récent. C'était 1 an après la tempête Xynthia, au Salon de l'Agriculture. Le président de la FNSEA était venu me voir avec Joël, nous disant comment ça va chez vous, comment vont les sinistrés. Il dit je vais aller les voir. Et il est venu les voir. On est venu manger là le midi avec lui. C'était Xavier Belin. Je voudrais que, si vous me permettez, cette soirée leur soit dédiée à tous les deux. C'est là que, effectivement, tout a commencé. Au Moutier, où on a commencé à faire des choses comme ça. Mais tout ça pour vous dire que, quand on a fait Lazare des Roches Bleues, c'est pas de l'eau qu'on a mis, c'est pas l'eau qui transforme le désert en jardin, c'est les hommes. Je suis connu un peu, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, pour ce que je fais sur les réseaux sociaux, pour ces choses-là, mais je ne conçois les réseaux sociaux que par les rapports humains qui peuvent lier. Et vous en êtes pour la plupart des témoignages de ça. J'ai fait depuis 5 ans, 6 ans maintenant, je suis là-dessus, des rencontres merveilleuses. Et ce n'est que des rencontres des hommes, je vous y reviendrai, je vous le dirai tout à l'heure. C'est de fil en aiguille qu'on arrive à ça, mais pour passer la première rencontre, alors reconnaissez pas la vache, mais celle qui est derrière. On ne savait pas tous les deux avec Christine ce jour-là que ce serait le dernier concours qu'on ferait. Pendant 18 ans, ou 20 ans plutôt, mais 18 fois, on a été avec nos vaches au Salon de l'Agriculture. Il ouvre dans 4 jours. Et là, c'était l'apothéose. On a vécu un moment exceptionnel. Pendant 2 jours, on a préparé, enfin surtout Christine l'a préparé, parce que depuis 4-5 ans où j'avais quelques responsabilités à m'accompagner au salon, et à s'occuper de la vache, et là le samedi matin, elle me dit, je pense qu'elle va bien, je pense qu'on peut l'emmener au bout. Et on a vécu une vraie communion à 3. Jean-Paul et Marie-Claude qui sont au fond là-bas savent ça, ils ont connu ça aussi dans les concours. C'est des moments exceptionnels. Et je pense que on avait gagné, ce jour-là, on a gagné un championnat à Paris. Pour la dernière fois qu'on est allé, moi je ne savais pas, que je vous le dis que c'était la dernière fois. Mais ça n'a pas été l'aboutissement, mais c'était quelque chose qui nous a toujours guidés. On n'a plus de vaches maintenant, on en a quelques-unes, mais on ne traite plus depuis 3 semaines. Mais ça a été dans les grands moments qu'on a pu faire. Oh, c'est pas les meilleures choses que Christine m'a laissées, c'est pas ça. C'est aussi nos enfants. Julien qui est là, Clément qui est pas là. Il nous verra pas parce qu'on voulait faire un live tweet, on ne peut pas le faire. Clément est en Suisse actuellement pour son travail. Il parcourt l'Europe, c'est ce qu'il voulait faire. Ni Julien ni Clément nous ont succédé, mais ils sont heureux dans leur vie, ils sont passionnés. On partage ensemble des passions de ce qu'on fait, c'est bien. Julien est là avec Amandine qui nous préparait le plus beau des cadeaux pour dans quelques mois. J'ai écrit dans mon témoignage que j'ai fait, que Jean-Michel vous a parlé de l'avenir c'est demain, qu'en 1935, vous verrez pourquoi tout à l'heure, 1935, je me retourne à la Pétardière sur ma ferme, me promener avec ma petite fille, qui est née le 29 juillet 2017. Ce ne sera pas tout à fait cette date-là, mais pas loin. Donc comme quoi, il peut y avoir des choses prédomitoires. Là, j'ai voulu mettre... Ça fait drôle quand on met ça, parce que c'est un peu le parcours d'une vie, elle n'est pas finie, je l'espère. J'ai mis au centre
un gros cercle vert, blanc, la FDSEA 85. Ça, c'est en 2001, quand mes collègues de la commune, c'était un peu avant, qui m'avaient mis président du syndicat communal. Mais du canton m'ont demandé, à la suite de Jean-Marie, qui avait eu un grave accident avant, d'aller représenter notre canton à la fédération départementale. Et puis là, Joël Limousin, que je remercie beaucoup, parce que je sais les circonstances dans lesquelles il est là, me dit, il faut que tu viennes avec nous dans le bureau. Christine n'était pas contente. Elle avait des raisons de ne pas être contente, parce que elle m'avait tenu 18 ans à la maison, et puis elle savait, et c'était sur mon prédémitoire, que ce jour-là c'était fini, qu'elle ne me tiendrait plus chez nous. Et de fil en aiguille, on a construit un certain nombre de choses, on y reviendra aussi tout à l'heure, à travers ça. Ce qui m'a emmené à prendre d'autres responsabilités. Une autre que j'avais avant, qui s'appelait à l'époque l'école des établières, qui est devenue le groupe établière depuis, qu'on a construit, dont je suis également fier, que je préside depuis une dizaine d'années. J'ai vu ce matin qu'on avait un comité directeur, je suis dans le conseil depuis 33 ans, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop de temps passé, mais on a essayé de construire pour l'avenir des jeunes, pour des avenirs professionnels, pour les besoins des familles, quelque chose qui puisse répondre. Je vais y aller pêle-mêle. Évidemment, de la FDSEA, ça m'a emmené à la Chambre d'agriculture, dans le même parcours, avec des gens qui nous suivent aussi. Je ne vais pas énumérer tout le monde, mais je ne peux pas éviter de parler de Christian, de parler de Philippe, qui est là. Philippe de Ponton, mon directeur, c'est bien plus que ça. Vous verrez tout à l'heure un certain nombre de choses qu'on a fait ensemble. Ça fait partie des 2 ou 3 personnes, quand j'écris, qui sont mes relecteurs de mes livres, parce que je sais qu'ils sauront à la fois être intransigeants mais bienveillants. Et je peux vous dire que pour écrire, c'est quelque chose d'important. J'ai mis là une vache Montbéliarde parce que pourquoi on a fait des concours, c'est aussi parce qu'on croit dans ce qu'on fait. Quand je me suis installé dans les débuts des années 80, chercher des vaches dans le Jura, tout de suite j'ai voulu je ne concevais pas moi d'en faire venir là pour moi tout seul. Il fallait développer des troupeaux, donc là aussi militer, s'engager pour faire venir d'autres troupeaux. On l'a fait comme ça. Et puis vous voyez là-haut un carré bleu et blanc. Ça, pour remonter à l'origine de ça, je pense que c'était 2012, juste avant Noël. Il y a un jeune homme qui met sur Twitter, j'organise un tout apéro au bar des artistes à La Roche-sur-Yon, vient qui veut. Il est là, c'est Emmanuel Chopeau. On se retrouve là-bas une quinzaine. Certains sont là. Fred, mon copain Fred, ma copine Fred. Et ensemble, quelques mois après, on était là-bas, on a fait ce tout apéro à quelques-uns. Un mois après, on en a fait un deuxième, dans un deuxième bistrot à La Roche. Puis là, on s'est dit comme ça, les bistrots, c'est gentil, mais on n'est pas là pour picoler. D'ailleurs, on picolait pas, on était sur nos machins là, à envoyer des tweets. Et on s'est dit, il faut donner du sens. Donc, il y a quelqu'un qui était avec nous qui dit, moi, dans ma commune, à Esnay, il y a un pavillon domotique. Donc, on est allé au pavillon domotique, on l'a fait là-bas. Un mois après, on est allé au Sable, à l'hôtel Mercure, en faire là. Alors, pourquoi l'hôtel Mercure m'a marqué? Vous avez pu me voir, ceux qui sont sur les réseaux, toujours avec un chapeau. La photo avec le chapeau, elle a été prise là-bas. Ça se fait apéro. Puis là, ils m'ont dit, c'est gentil de les faire comme ça, mais il faut que tu en fasses un à la ferme. Alors, il y en avait dans le lot pas mal qui étaient un petit peu bobos, bon, bien le bio, pas vraiment végétarien, mais mangeant pas trop de viande, faisant attention à eux. Ce qui est pas mal en soi. Elles n'aiment pas trop la FNSEA, pour certains. D'ici, ils viennent à la maison, ça change tout, là. Et là, on s'est trouvé 80 à la maison, pour un autre tout apéro. Et puis là, Christine faisait visiter la ferme, ce qu'elle aime faire, la passion de son métier. On a une jument que Luc connaît bien, Hermine, avec une charrette. On les faisait balader, on les faisait des photos partout dans les champs, c'était comme des petits fous. Et puis, c'était pendant le Tour de France. On avait mis les photos des visuels faits par les adhérents des FDSEA un peu partout en France. Et puis, je leur demandais d'aller liker ceux qui trouvaient les bons. Ça permettait que tout le monde aille liker la page de la FNSEA. C'était toujours ça de prix. C'était intéressant. Et puis, en allant voir les veaux, il y a un veau qui était juste né. Il n'était pas baptisé. Christine leur fait baptiser, ils l'ont appelé hashtag.
Pour ceux qui connaissent Twitter, les hashtags, c'est le mot dièse derrière lequel on met un mot. Et ce veau-là, il a fait le tour du monde après. Ce que je regrette, c'est de l'avoir mis à un veau qui a fini à la boucherie. Si j'avais su, je l'aurais mis à un veau qui serait allé ailleurs. Ça aurait vraiment fait le buzz. Pourquoi il a fait ça? Parce que dans l'hiver, juste avant le salon d'agriculture suivant, il y a une journaliste, Clara Baudou, qui vient me voir, qui m'appelle avant, qui me dit « Je voudrais bien faire un reportage sur des agriculteurs sur les réseaux. Je voudrais bien venir vous voir. Je voudrais être là quand vous vous levez. » Je me lève à 5 heures, je serai là. La veille au soir, on avait une soirée devant DRS. Elle était là avec nous. Et le lendemain matin, 5 heures, elle est à la maison, son tracteur et tout. Donc elle m'a interviewé sur le tracteur. Elle a fait un formidable reportage qui existait tout le temps. Et le reportage, elle en avait fait 4 comme moi. On était 4 agriculteurs. Mon copain Rémi Dumery du Loiret et Patou, une agricultrice du Cantal, et un viticulteur qui était de Côte-d'Or. Et l'article, elle a intitulé « Mon veau s'appelle hashtag ». Et cet article a fait le tour du monde. Moi, je l'ai vu en anglais, je l'ai vu en plusieurs langues, et ça a contribué à notre réputation. Et là, on avait, depuis quelque temps, monté effectivement cette association VDRS, parce qu'après tout apéro à la maison, ils se sont dit, il faut qu'on structure les choses, pour faire la promotion des réseaux. C'est là qu'on a amené Jean-Michel avec nous, il disait tout à l'heure à table, on avait assisté à une table ronde où il y avait quelqu'un qui intervenait. Les réseaux, je sais pas ce que c'est pas vraiment ça. Il n'osait pas trop y aller. C'est Jean-Michel, il n'en bouge plus. Là. Vous voyez, il est encore en train d'en faire là, des tweets. C'était en 2013. Le Césaire, évidemment, c'est par la FDSEA, la FRSEA que j'y suis allé. Il y a à peu près la moitié d'une table, un peu plus même, qui est là. Je suis vraiment content que vous soyez là, parce que c'est aussi une vraie famille qu'on a là-bas. On fait du travail, tout le monde ne se rend pas compte, mais moi, ça m'a fait beaucoup évoluer d'aller là-bas. Ça m'a appris quelque chose qui était surtout pas naturel chez moi, l'art du consensus, et puis de rester calme quand on veut faire avancer quelque chose. Et ça, je peux vous jurer, je vois Philippe qui rigole, parce que lui qui me connaît bien, il sait que c'était pas évident. Et ça m'a au moins servi à ça. Ça m'a servi à autre chose, c'est que la première chose que j'ai écrit, c'est là-bas que je l'ai écrit, parce que ils m'ont fait confiance, complètement inconscient de faire ça, mais ils m'ont fait confiance pour écrire un rapport sur l'agroalimentaire. Mais Bernard, lui, le savait là-bas que malgré tout, ça serait pas consensuel parce que je prendrais le risque d'aller au bout pour défendre mes idées. Il a failli pas passer, mais on l'a passé, le rapport. Et j'en suis fier de l'avoir passé dans ces conditions-là. Et il y a 3 autres organisations que vous voyez là. Media Access, le président, il aurait dû être là, il aurait bien voulu être là avec nous ce soir. C'est Hervé Cabla, c'est mon copain Hervé Cabla, qui nous a aidés à faire VDRS. C'est une association parisienne. C'est la première association que j'ai connue pour vraiment parler de réseau. C'est la première association à partir de laquelle je me suis fait un réseau. Ils m'ont invité un jour à une réunion à Paris, à la brasserie Zimmer, c'est en dessous, vers la rue d'Alésia, là-bas. J'arrive là-bas. J'avais emmené un numéro de Racine, un numéro de la Monnaie Agricole. Sur la Monnaie Agricole, on mettait des hashtags pour pouvoir aller sur le site directement. J'arrive dans ce truc, j'étais à une table, j'étais dans le fond, je ne pouvais plus me tirer. Les gens se présentaient, community manager de Peugeot, responsable communication d'Air France, responsable de la communication de la CCI de Paris. Il me dit, qu'est-ce que je fous dans ce machin-là? C'était pas fini. La personne qui dirigeait les choses dit, on a 2 choses à l'ordre du jour ce soir. On a la chaire de community management qui se monte à la Sorbonne, la personne qui la monte est là. Et on a un agriculteur qui vient de Vendée, qui vient nous présenter ce qu'ils font. On dit, là je suis mal barré du coup. La dichotomie entre les deux, vous imaginez ce que ça pouvait faire. Et puis, j'avais plus le choix, il fallait y aller, quoi. Je me suis lancé, puis je voyais que leurs yeux commençaient à s'épanouir au fur et à mesure que je parlais. Je dis, je ne dois pas trop me planter, parce qu'ils rigolent pas, ils se moquent pas de bois. Et donc, ça doit aller à peu près. Et on a commencé à travailler avec eux, on a monté VDRS. Et 1 an après, avec Hervé Cabla, avec eux, on faisait les Vendée Digital Awards, avec Fred, avec Manu, avec Michel, avec tous les copains qui sont là de VDRS. Et quand on a fait les Vendée Digital Awards, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a pris la décision, on va faire les 3e cette année, de récompenser les meilleures réalisations de communication digitale en entreprise, en collectivité, en association, qui ont un lien avec la Vendée. Quand on l'a fait, on a rempli des Atlantes au sable, et ça j'en suis fier.
d'avoir réussi pour une première, pour ça, de remplir les Atlantes. C'était une formidable soirée. Certains parmi vous y étaient. Donc ça, on l'a fait ensemble. Il en reste 2. Je ne sais pas par lequel commencer. Peut-être Africa Fortec. Africa Fortec, c'est une autre exceptionnelle rencontre que j'ai faite. Un jour, un dimanche, à une époque, j'écrivais toujours le dimanche. Et j'étais beaucoup sur les réseaux aussi. Je vois un compte-rendu de lecture fait par Nicolas Bordas, qui est un influenceur très très important, intéressant à Paris, qui fait un compte-rendu de lecture d'un livre qui s'appelle L'ère du numérique, un nouvel âge pour l'humanité, écrit par quelqu'un que je connaissais pas, qui s'appelle Gilles Babinet. J'achète le bouquin, l'article me plaît, j'achète le bouquin, je le lis. Je fais moi aussi un compte-rendu de lecture dessus. Et puis, je le tweet en le mentionnant. Il me répond. Puis on se met rendez-vous dans un bistrot à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. Un matin, il me dit, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai une demi-heure, mais je veux vous voir. On s'est quitté à 12h30. En fait, on s'est jamais quitté depuis. Gilles Babinet, c'est le digital champion de la France à Bruxelles. C'est lui qui représente nos intérêts auprès du commissaire européen au numérique. Il a fondé une vingtaine d'entreprises. Et puis un jour, Gilles me dit, je suis avec des gens vachement sympas, ils veulent nous emmener faire une conférence aux Canaries, il faut que tu viennes avec nous. Alors, il y a des choses comme ça qui ne se refusent pas. Je rentre à la maison le soir, je dis ça à Christine, je dis quoi, t'en vas aux Canaries? Avec qui? Mais je dis, je sais pas. Elle dit d'accord, tu t'en vas faire la brague aux Canaries. Après, j'ai réussi à savoir les gens avec qui j'étais. Et puis, je lui ai dit, mais tu peux venir avec moi. Combien ça coûte? Il me dit, il te l'offre. Là, elle avait déjà un peu plus le sourire. Puis après, je lui ai dit, en plus, il me paye pour y aller. Et jamais je m'étais fait payer pour parler avant. Hein. Je vous rassure, ce soir, je ne me fais pas payer pour parler. Et puis, on s'en va là-bas avec Gilles. Ça, c'est un autre moment fondateur pour moi. Là, on a passé... Il y a quelqu'un qui est là ce soir, Émilie. Je te remercie beaucoup, Émilie, d'être là. Émilie, elle est là, elle a témoigné aussi dans le livre. Et je l'ai connue là-bas, on s'est connus là-bas. On était là-bas aux universités d'été de la Maïf. Imaginez, moi, président d'une école de l'enseignement catholique, aller faire ma première conférence à l'autre bout du monde avec la mutuelle des bouffeurs de curés. J'ai rencontré des gens exceptionnels, qui ont un sens du mutualisme qui est encore vrai. Et on était 40 conférenciers. Émilie va témoigner, Christine aussi, je vous rassure, Christine était avec moi. On passait nos nuits, ou la moitié de nos nuits, dans des jacuzzis à faire le monde, en buvant des mojitos. Mais quand c'est avec des gens de qualité comme Émilie, comme Pascal Pic, comme Gilles Babinet, comme plein d'autres qu'on a connus là-bas. Il y avait Michel Serres aussi avec nous. Et Michel Serres n'était plus à 3h du matin dans les jacuzzis, lui. Et là, j'ai appris à connaître beaucoup de gens. J'ai appris un truc là-bas, vous allez le voir tout à l'heure dans la continuité de mon intervention. J'ai entendu parler de Bitcoin et de blockchain. Peut-être parmi vous que ces noms-là disent rien. Vous le verrez tout à l'heure, c'est quelque chose qui va changer le monde autant qu'Internet. Et on ne s'est jamais vraiment quittés tous. Une anecdote avec Émilie, si vous achetez le livre, vous pourrez le voir. Dans les jours qu'on suivit, quand on était de retour, j'étais en train de changer un enrouleur dans mes champs. Et puis on avait beaucoup parlé de mutualisme et de néo-mutualisme, comment il pourrait être transformé par le numérique et les réseaux sociaux. Et puis je l'interroge un peu là-dessus. Une demi-heure après, j'en avais 2 pages qu'elle m'avait renvoyées. Je ne sais plus si c'est par SMS ou par mail, c'était par mail. Et je les ai toujours gardées parce que c'était particulièrement intéressant. Et quand j'ai écrit le livre, je renvoie un mail à Émilie, on s'est revus depuis, mais je lui renvoie un mail. Et puis je lui dis, à partir de ça, est-ce que tu voudrais me faire un témoignage? Elle me dit, tu le mets comme il est, tu changes rien. Donc ça m'avait fait une demi-heure pendant que j'étais sur mon tracteur. Vous le trouverez, vous l'avez dans le livre. Donc ça a été un moment vraiment fondateur pour moi, où j'ai commencé à faire des conférences, à rencontrer beaucoup de gens. On a fait, j'y reviendrai tout à l'heure, nos concours de start-up. Et puis là, le dernier des logos que vous avez là, qui est la Ferme Digitale. La Ferme Digitale, c'est une association de start-up. L'an dernier, c'était 5. 5 qui se sont dit, on est tous fils ou petits-fils d'agriculteurs, on a envie de changer, d'apporter, pas changer, mais d'apporter ce qu'il faut pour développer ce métier. On veut le faire, puis on va se mettre ensemble pour faire un stand commun au salon. Ils n'avaient pas les sous pour le faire individuellement, ils ont réussi à les mobiliser pour le faire ensemble. Ça, c'est le vrai esprit du mutualisme agricole. Donc ils l'ont gardé de ce qu'étaient leurs parents ou leurs grands-parents.
Et puis, ils se sont dit, sans m'en demander mon avis avant, sans me concerter, on a besoin d'un mentor, d'un membre d'honneur. Ils m'ont fait l'immense joie, l'immense amabilité de me mettre mentor, membre d'honneur de la ferme digitale. Actuellement, on est 14 dedans, je dis on parce que je me sens vraiment dedans. Vous avez vu tout à l'heure tourner des photos avec une conférence que je ferai jeudi prochain au salon, sur le stand de la ferme digitale, avec ces startups africaines. Là, c'est le lien aussi avec Africa for Tech qu'on a fait avec Gilles, que j'ai rencontré au mois de novembre. C'est ma dernière belle rencontre que j'ai fait. J'ai passé la moitié du mois de novembre en Afrique pour un premier bootcamp. Un bootcamp, c'est des réunions de start-up où on les fait bosser, où on bosse pour faire avancer, à Marrakech, où on a l'ambition qu'on a mis là, c'est de faire émerger 200 start-up sur le continent africain dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'énergie et de l'alimentation. Et je peux vous dire qu'on prend une vraie claque quand on y va avec les jeunes qu'on rencontre là-bas, parce que même si on n'a pas l'ambition de leur apprendre grand-chose, c'est eux qui nous en apprennent beaucoup. Ils sont diplômés des meilleures écoles du monde. Ils ont envie de faire. L'Afrique est le continent qui a le plus d'entrepreneurs au monde. Alors, je suis retourné une semaine après pour intervenir à la COP22, dans la continuité de ce qu'on avait fait, puis aussi pour un travail que je fais là-bas pour une grosse entreprise marocaine. Je suis revenu pour Tech Élevage, et je suis retourné, c'était le gros choc là, à Nairobi au Kenya, dans un jury international de start-up où on en avait 25 d'excellence, qui seront avec nous à Paris. Et c'est tous ces éléments-là qui font que je crois beaucoup, vous allez le voir tout à l'heure, de ce qu'on peut faire avec le digital dans notre métier. Dans les choses qui me resteront jusque-là, si je devais en arrêter là, il y a ces trois-là. 3 sont liés à la Vendée. Agri 85, on l'a démarré avec Joël, avec Philippe. Le vrai démarrage, on l'a démarré en 2001. Quand je suis arrivé, ça démarrait juste. C'était le dernier qui est passé par là, ils me l'ont confié, mais ça m'intéressait aussi de m'occuper de ça, de ce site internet, site collaboratif avant l'heure, parce que c'était pas une plateforme où 10 organisations professionnelles mettaient chacun leur site. Non, c'était un site en commun. Et ça, c'est l'esprit mutualiste et de l'agriculture et de la Vendée. On l'avait voulu comme ça dès le début. Mais le vrai démarrage, moi, je le mets en 2007. Philippe doit s'en souvenir. Quand à la rentrée, au mois de septembre, je suis rentré dans ce bureau, je lui ai dit, j'en ai marre des images qu'on voit de nous à la télé, de l'agriculture, il faut qu'on tourne nos propres images, qu'on aille les vendre aux chaînes de télé. Et il me dit, pourquoi pas? Il me dit, on va faire une étude. On a mis un peu d'argent pour faire l'étude par un cabinet parisien. On avait mis 20 000 € à l'époque, c'était des sous, il y a 10 ans. Et puis ils nous ont dit, il n'y a aucun avenir là-dedans. Au mieux, ils vous les prendront, mais jamais ils vous paieront pour ça. Par contre, montez une web TV pour les agriculteurs. 2007, Dailymotion est juste né. YouTube est juste né. Maintenant, tout le monde est dessus, mais c'était juste né. On monte cette chaîne, cette web TV, avec l'aide d'une belle entreprise vendéenne qui est AMP. C'était il y a que 10 ans, mais on allait toutes les semaines porter les rushs au sable parce qu'il n'y avait pas de tuyaux assez gros pour envoyer par mail ou par internet les rushs pour monter les films. Au bout de 6 mois, ils nous ont dit, vous êtes gentils, vous savez faire, maintenant on va vous apprendre, vous allez monter eux-mêmes. C'est comme ça que c'est né. Et de là après, on a passé le site en 2.0. On a fait un certain nombre de choses. J'ai là aussi la grande fierté que celui qui a mis le site, il n'aime pas quand je le dis, mais je vais le dire quand même, c'est Julien, c'est mon fils, qui l'a fait. Et 2010, il y a le congrès de la FNSO à Auxerre. Il y a un rapport moral, et dans le rapport moral, il y a la communication réseau. Et puis derrière le congrès, il y a un séminaire des directeurs pour un peu mettre en application tout ce qui s'est dit. Et puis au retour, Jean-Philippe Bouin, qui n'est pas là ce soir, mais qui avait remplacé Philippe à la direction de la FDSO, me dit, il faut que tu ailles fouiller ce qu'est les réseaux sociaux. Là, du coup, je ne sais pas si j'ai bien fait, parce que ça a vraiment bouleversé toute ma vie, tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, est né de ce moment-là. Et là, on est venu sur les réseaux. Delphine Bisson, qui est là, qui s'occupe de cette communication nouveaux médias maintenant, nous a rejoint un peu de temps après. Et de ça, on est venu après aussi à faire de l'événementiel. C'est à travers Infagri, donc qui pilote Agri 85, qu'on fait Tech Élevage, qu'on a fait le Vendée Globe culinaire, qu'on a capacité de faire de l'événementiel, ce qui fait qu'on a monté une véritable agence de communication sur tout le cross-média, de l'événement jusqu'aux réseaux sociaux, en passant par les journaux, par la web TV, par les sites internet.
Et l'agriculture mérite d'avoir ça, et ça, on l'a fait ensemble en Vendée. On a mis 10 ans à le faire, on ne savait pas au départ où ça irait, mais je suis assez fier de l'avoir fait. La deuxième chose, je vais revenir en bas, c'est Vendée RS, je vous l'ai dit, là aussi, il y a une vraie fierté, mais je ne l'ai pas fait tout seul, ils sont à peu près tous là, ceux avec qui on l'a fait ensemble, mais je pense qu'on a fait bouger un peu le département là-dessus, sur cette communication, en démystifiant ce qui pouvait se faire. Puis la dernière chose, c'était qu'élevage, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Il y a 5-6 ans, Joël à la Fédé, Christian à la Chambre, avec d'autres, disent l'élevage est en train de partir du département, il faut qu'on réfléchisse comment garder l'élevage sur le département. On n'a pas fait que ça, mais on s'est dit il faut qu'on ait un salon à la hauteur de ce qu'on veut faire. Et puis ils m'ont confié la présidence de ce salon. On le mène avec beaucoup de passion avec Philippe. Et ce salon, c'est des animaux, mais pas que. C'est là qu'on veut aussi, tout en restant très professionnel, avoir toutes les professions qui peuvent toucher l'agriculture. C'est comme ça qu'on a fait naître à Green Startup, je vous en parlerai après. C'est comme ça qu'on a fait naître un certain nombre de conférences, qu'on fait venir des gens, qu'on se met vraiment avec l'économie de demain à travers ce salon. Qu'on va développer encore, parce que quand il est juste fini, enfin moi le soir de la fin de celui de cette année comme les autres, il est fini. C'est ceux des années d'après, je dirais même après quand il est prévu au démarrage, c'est déjà le cas. Alors venons maintenant aux choses sérieuses. Vous avez compris qu'à travers tout ça, c'est pas une révolution technologique qu'on est en train de vivre. C'est une véritable bifurcation anthropologique qui est en train de se réaliser. Ça, à travers tout ce que j'ai fait depuis quelques années, c'est comme ça que je l'ai compris. C'est comme ça que j'y suis arrivé à ça, mais avec l'aide de tous les gens qui sont là. J'ai pas fait d'études pour y arriver, mais j'ai un certain nombre pas de certitudes, mais de choses que je dois pouvoir avancer pour ça. Alors pourquoi ? J'allais vous dire, je vais vous le dire maintenant, je ne sais pas si c'est ce changement-là qui prend les technologies qui passent parce qu'il en a besoin, ou si c'est les technologies qui l'ont provoqué. Je pense plutôt que le changement est un fait qui va prendre des technologies qu'il a besoin pour s'effectuer. Les trois grands enjeux qui sont devant nous, c'est ces trois-là. L'énergie, la population, la planète. Premier, c'est la population. Vous voyez ce cercle ? Il y a plus de population dans ce cercle que sur tout le reste de la planète. Retenez ça, et ça, c'est un vrai enjeu pour l'agriculture demain. Ce cercle-là, il n'y a pas de terre. Il y a du désert. Ils ne seront jamais autosuffisants au niveau alimentaire. Ils seront en capacité de produire plus parce qu'ils sont capables, ils font déjà de l'agriculture verticale. Ils vont prendre des terres ailleurs, je vais vous en reparler, ça c'est préoccupant. Mais c'est surtout un formidable marché pour le reste de la planète. Il faut arrêter de dire qu'on produit trop. Il faut arrêter de dire qu'il se gaspille des choses. Il y a des besoins ailleurs. On ne sait pas mettre en mouvement les choses pour aller d'un point à l'autre. Et ça ne va pas s'en arrêter là. Vous voyez au milieu l'Europe, je ne parle même pas de la France, au milieu 64 millions d'habitants. On est persuadé d'être les meilleurs au monde. L'Europe, évidemment, c'est l'ensemble du monde, peut-être un peu avec les Américains, mais eux croient qu'ils sont encore meilleurs que nous. Mais on ne représente rien vis-à-vis du reste. En 2050, ça sera pire. Nous, on a commencé à régresser. L'Asie passe de 4,3 milliards à 5,2 milliards. 5,3 milliards quasiment. Ils ont toujours la moitié de l'humanité. Mais la grosse différence, c'est que l'Afrique, où actuellement ils vont allègrement piller des terres pour nourrir leur population, elle va passer d'1,1 milliard à 2,5 milliards. Augmenter de 125%. Là, j'ai une vraie crainte qu'on aille vers un véritable conflit. Ce qu'on appelle maintenant des conflits, ça sera de la rigolade, parce qu'on parle de conflits actuellement. On n'a jamais eu une planète aussi pacifiée qu'actuellement. Il n'y a jamais eu si peu d'événements qu'il y en a actuellement. Mais là, il y a un vrai risque pour l'avenir si on ne laisse pas la possibilité au continent africain de pouvoir se nourrir et pouvoir se développer demain. Et je ne vous fais pas de dessin, s'ils n'arrivent pas chez eux, ils n'iront pas en Asie, c'est chez nous qu'ils viennent. Donc l'enjeu, il est considérable. Donc on a un devoir, nous, de pouvoir nourrir, de fournir de la nourriture pour ce continent-là qui n'en a pas. Et il y a une vraie opportunité pour nous, qui avons des produits d'excellence, d'aller en plus nourrir la tranche supérieure de ces populations-là. Donc il y a un vrai challenge à relever.
Deuxième grand challenge, c'est l'énergie. 1970, on est 3,7 milliards. On utilise par an chacun 1 tonne 350 d'équivalent pétrole. En 2000, on était 6 milliards. On avait déjà commencé à augmenter à 1 tonne 5. En 2030, parce qu'ils n'osent pas aller voir plus loin, on sera 8 milliards 2 à 1 tonne 9 d'équivalent pétrole par habitant. On va passer entre 70 et 2030 de 5 milliards de tonnes d'équivalent pétrole à 15 milliards. À mon avis, il va y avoir un problème. Le problème, il est là. On peut parler de beaucoup de problèmes environnementaux. Le seul qui est vraiment considérable, c'est celui-là. C'est le problème climatique qui est lié essentiellement à l'énergie. Pour le moment, c'est un problème, mais je pense qu'il sera de toute façon résolu vite parce que des énergies fossiles qu'on va allègrement piller actuellement et gaspiller, je pense qu'il n'y en aura plus pour très longtemps. On a encore un peu de temps. Mais là, il y a un formidable enjeu. On aura un rôle à y jouer. C'est celui-là, c'est de passer d'énergie fossile aux renouvelables. Et c'est grand temps de s'en occuper. Parce qu'il nous en reste suffisamment pour passer de l'un à l'autre. Mais il faut y aller vite. Alors tout le monde est conscient qu'on est en train de passer à autre chose, qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, on ne sait pas vraiment comment ça va se faire. C'est ce qui crée énormément de crainte actuellement. C'est pas le numérique, c'est pas tout ça. Ce qui crée de la crainte, c'est qu'on est obligé de sortir d'une zone de confiance et on ne sait pas vraiment dans quoi on va. Alors l'agriculture dans tout ça, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça sera une solution? Certains disent que ça sera un problème. Vous l'avez compris, moi je suis convaincu que ça sera une solution. On va vers un nouveau paradigme agricole. Je pense que les technologies du digital vont nous aider beaucoup. Je vous dirai tout à l'heure un certain nombre de pistes pour ça. Les enjeux, c'est pas le digital, ils sont là. C'est créer une économie rurale florissante, c'est valoriser les hommes et les femmes, c'est respecter l'environnement, mais de façon globale, je vais y revenir. Digital, c'est pas un enjeu, ça il faut le retenir, c'est une machine, c'est un moyen. C'est des moyens, c'est tout. C'est pas du tout un enjeu. Il y a des gens qui s'en passent très bien, ils sont très heureux, et tant mieux. Par contre, on peut améliorer beaucoup de choses en s'en servant. Je vous ai parlé de 2035 tout à l'heure. 60 ans pour changer de monde. Pourquoi 60 ans? Je vous ai parlé tout à l'heure du 29 juillet 2035, c'est pas anodin, parce que je le mets en perspective avec le 29 juillet 1975. C'est sûrement une date qui ne vous dit rien, sauf si vous êtes né ce jour-là. C'est le jour où un jeune ingénieur tape sur une touche sur un clavier et voit la lettre qu'il avait tapée s'afficher devant lui. Ce jeune ingénieur, c'était Steve Wozniak. C'était le garage de Cupertino, c'était l'associé de Steve Jobs. Il venait de fabriquer le premier personal computer, qui était l'Apple I. Ils n'avaient pas inventé l'informatique, mais ils avaient inventé le premier PC. Là, ils sont allés voir IBM, qui était le géant de l'informatique de l'époque, et puis les ingénieurs d'IBM leur ont dit « Vous êtes gentils les gamins, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent d'un ordinateur chez eux ? Qu'est-ce que vous voulez qu'une petite entreprise fasse d'un ordinateur ? Quand ils auront un problème, ils viendront nous voir, nous les ingénieurs, on résoudra le problème, mais jamais les gens auront ça chez eux. » Première révolution. C'était Steve Jobs et Steve Wozniak qui avaient raison. Deuxième, 9 août 91, Tim Berners-Lee, le nom vous dit sûrement pas grand-chose non plus, au CERN, entre la Suisse et la France, met au point le 3W, met au point les technologies d'Internet. Si le premier était une révolution, là c'est une rupture. On ne s'imagine pas à ce moment-là. Mais il y a le monde d'avant Internet et le monde d'après. Troisième date, je vous dis encore sûrement pas grand-chose, 9 janvier 2009. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme, on ne sait pas si c'est un groupe. On sait toujours qu'il existe. Il invente, suite à la crise des subprimes, une monnaie qui n'a pas de banque centrale. Ils disent que le problème des crises sont liés au fait qu'une monnaie est attachée à un territoire. On va inventer une monnaie qui n'a pas de territoire. Ils inventent le Bitcoin. Et derrière le Bitcoin, il y a une technologie. Cette technologie, c'est la blockchain, je vais y revenir tout à l'heure. Et je pense que là, c'est la troisième phase de ce qu'il faudra 20 ans, je pense, pour qu'elle se mette en place. Ça sera la troisième phase de la vraie révolution qui nous fera changer de monde. Alors la boîte à outils pour construire l'agriculture, je vous rassure pour ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'agriculture agroalimentaire, c'est la même chose pour le reste.
Ça s'appelle Big Data, ça s'appelle blockchain, ça s'appelle plateforme, ça s'appelle machine learning. C'est les outils qui vont faire le monde de demain. Alors le Big Data, c'est quoi? Big Data, grosses données. C'est-à-dire, c'est la capacité de mettre ensemble, d'abord, un énorme volume de données. Il y a très peu d'entreprises au monde qui peuvent vraiment parler de Big Data. Il y a ce qu'on appelle les GAFA, évidemment, Google, Apple, Facebook, Amazon. On peut rajouter les Chinois, je ne me souviens plus de leur cycle. Je sais qu'il y a dedans Alibaba, il y en a quelques autres. On peut mettre Airbnb, on peut mettre comment il s'appelle, Uber dedans, des entreprises comme ça, mais il n'y en a pas des quantités qui ont suffisamment de volume. Deuxième chose, c'est la variété. Pour parler de Big Data, il faut des données qui soient très variées pour faire des algorithmes. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et le troisième V, c'est la vélocité, c'est-à-dire des données qui soient les plus fraîches possibles. C'est les trois éléments qui font le Big Data. On entend beaucoup parler. Quand je parlais il y a 1 an et demi, 2 ans de Big Data, les gens rigolaient. Ils se demandaient de quoi je parlais. Maintenant, tout le monde en parle. Mais sans vraiment savoir de quoi on parle, d'ailleurs. Alors ça permet quoi, ça, quand on a cet ensemble? Ça va changer beaucoup de choses pour révéler les choses. Jusqu'ici, quand on veut révéler quelque chose, qu'est-ce qu'on prend? On prend un petit échantillon qu'on teste pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, pour prouver que ce qu'on imagine est vrai. Pour révéler demain, une grande quantité de données variées et mises à jour nous permettra de dire ça c'est vrai, sans avoir besoin de le prouver. C'est de cette façon-là que Google, par exemple, arrive à suivre le développement de la grippe beaucoup plus facilement que toutes les enquêtes épidémiologiques qui peuvent être faites. En révélant, ça permet aussi de prédire, de prévoir l'avenir. Et ça, je peux vous jurer que pour l'agriculteur, quand vraiment on saura l'utiliser, ça sera essentiel parce qu'on a un métier qui est fait de vivant, donc d'aléatoire. Si on arrive à prévoir un peu plus facilement les choses, je pense qu'on arrivera à résoudre un certain nombre de problèmes. Et peut-être le plus fabuleux, c'est de faire réagir. Ça, c'est tout le monde de la robotique. C'est comme ça qu'on arrive à greffer un deuxième cerveau à côté d'une autre qui nous permet de faire un certain nombre de choses, qui permet la robotique, les bras articulés et plein de choses comme ça. Par contre, on parle beaucoup quand on parle de données, que ces données, il faut les protéger. Surtout pas. C'est l'interaction des données qui leur donne de la valeur. Si on les cloisonne, elles ne servent à rien, ça ne fait rien. Qu'est-ce que c'est une donnée? C'est une succession de 1, de plus et de moins, de 1 et de 0, qui sont mis en œuvre ensemble. Si on ne les met pas en action ensemble, elles ne servent strictement à rien. Deuxième chose, les plateformes de données. Qu'est-ce que c'est des plateformes? Pour parler de plateforme, il faut 3 éléments. Il faut des bases de données. C'est pas la même chose. Des bases, c'est un endroit où on stockera des données, où on stocke des données. C'est sur le cloud, quelque part. Alors, le cloud dans les nuages, c'est pas dans les nuages, c'est dans d'énormes data centers. Il y en a quelques-uns en France, il y en a ailleurs, où les données sont stockées. Mais une plateforme, ça ne veut pas dire tout stocker au même endroit. Pourquoi? Parce qu'il faut 2 autres éléments qui sont un moteur de recherche pour pouvoir aller chercher les bonnes données dont on a besoin pour fabriquer les algorithmes. Et après, il faut de la connectivité. Connectivité, c'est-à-dire du réseau. On n'a pas trop là où on est, mais ça va venir. Des API, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est de la technique. Pour mettre ça en langage agricole, c'est l'attachage 3 points, à partir duquel les données peuvent se lire. Le plus important, c'est les consentements. C'est-à-dire que des gens qui ont des données différentes, qui ont besoin de travailler ensemble, s'accordent pour les mettre à travailler ensemble. Ça, c'est pas le plus facile, parce qu'il y a l'homme qui intervient dedans, et c'est toujours quand l'homme intervient que ça devient compliqué. Alors pour gérer ces consentements, c'est là que va intervenir la blockchain. Mais la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est un énorme livre de compte où on inscrit quelque chose à une date donnée de façon indélébile. On ne peut pas l'effacer et c'est totalement inviolable. On va me dire c'est pas possible, les choses inviolables, ça n'existe pas. C'est inviolable pourquoi? Parce que la validation d'un bloc, ça s'appelle comme ça, est faite par des milliers d'ordinateurs différents. Et pour corrompre le système, il faudrait corrompre plus de 50% des ordinateurs, ce qui est matériellement impossible. Et s'il y a un ordinateur qui est défaillant, ou 10 ou 20, c'est pas grave. Il y en aura suffisamment, vous verrez tout à l'heure, pour que le système fonctionne. Donc c'est à travers ces systèmes-là, de façon automatique, qu'on arrivera à gérer des consentements sans avoir besoin d'un tiers de confiance. C'est quoi un tiers de confiance? C'est un notaire qui va valider un acte de vente entre 2 personnes. C'est un banquier à qui on confie son argent, qui va après la distribuer. Le Bitcoin n'a pas besoin de banquier.
C'est autogéré par des machines. On peut se dire c'est complètement fou, mais c'est le monde dans lequel on rentre. Je peux vous jurer qu'il n'est pas fou. Ça se fait, je ne vais pas m'étendre trop dessus non plus ce soir, mais à travers vous lirez le livre, vous l'aurez dedans, ce qu'on appelle des smart contracts, qui sont des contrats qui sont validés de cette façon-là, toutes sortes de contrats, mais le contrat ne valide pas, mais ne va pas entreposer ce qu'il y a à l'intérieur du papier. Si je mets le livre sous blockchain, j'envoie pas le livre dedans, j'envoie l'authenticité du livre. C'est tout. Internet avait dématérialisé la transparence, vous avez vu, tout est devenu transparent depuis qu'on a Internet, suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour le voir. Il y a quelques candidats au présidentiel qui s'en rendent compte actuellement de ces choses-là. Ça met quand même une sacrée pagaille, ces choses-là. Alors, est-ce que c'est ça qui met la pagaille ou est-ce que c'est de ne pas s'en être rendu compte que ça existait et qu'il le crée? Je pense plutôt que c'est ça. Mais ça, c'est un fait. Tout est devenu transparent. La blockchain va dématérialiser la confiance. On pourra dire c'est confortable, on travaillera par ton confiance. Je peux vous dire que ça ne sera pas si confortable que ça. Parce que si on ne peut plus déjà plus trop truquer avec la transparence, là je peux vous jurer qu'on pourra encore beaucoup moins. Les machine learning, c'est le troisième élément. Ça c'est... Alors j'ai pas trop écrit là-dessus. Ça fera peut-être l'objet d'un futur livre. On va passer de la gestion de cause à une gestion de corrélation. Alors pour vous le dire un peu autrement, actuellement, on cherche le pourquoi des choses. On veut prouver, on cherche le pourquoi. Demain, avec beaucoup de données, les données, en les alignant, en les mettant comme il faut, permettront de dire ça c'est vrai. On ne sait pas pourquoi, mais c'est vrai. Il va falloir s'habituer à ça, et ça sera beaucoup plus précis que de chercher la cause des choses. Et ça, c'est un changement intellectuel fondamental. Et c'est ce que vont permettre les machine learning. Et il y a énormément d'applications qui vont pouvoir nous permettre, j'en suis convaincu, d'avoir une vie qui sera meilleure demain avec ces éléments-là. Alors l'agriculture, vous l'avez compris, ne va pas échapper à ce changement. Là, j'ai paraphrasé, je me permets à peu près tout, j'ai même de paraphraser Shakespeare. To be or not to be, that is the question. Intégrer le numérique à l'agriculture ou intégrer l'agriculture dans l'ère du numérique, telle est la question. Ma réponse, vous l'avez compris, c'est la deuxième. Non seulement l'agriculture, mais nos vies. Si vous avez lu un petit peu Joël de Ronet, c'est ce qu'il dit depuis, lui, bientôt 20 ans. On est actuellement sur Internet. On ne sera plus dans Internet, on n'y est déjà plus trop. On est dans Internet. Vous l'avez compris, moi j'y suis, mais je ne suis pas le seul dans la salle. L'agriculture a des particularités. C'est d'abord, et ça le restera, un énorme puzzle de micro-entreprises. La plus grande exploitation agricole en France reste une micro-entreprise. Si on la compare à des géants de l'industrie, à des géants de la distribution ou de la transformation, on reste des micro-entreprises. C'est peut-être pour ça que l'agriculture a une tradition de travail en réseau. Depuis longtemps, il y a toute une partie au démarrage du livre. J'avais déjà fait dans le premier, mais je l'ai fait plus là. Là, je suis parti de l'histoire de l'agriculture de Méline jusqu'à dans 20 ans ou 25 ans. Je me suis risqué un peu à ça. Je pense que un déclic, je vous ai parlé tout à l'heure des Canaries et de la rencontre de Michel Serres. Ça a été une rencontre fabuleuse Émilie peut en témoigner, de passer 2 jours avec lui. Et il y a un certain nombre de choses qui me sont plus personnelles, je n'oublierai pas, mais une que je peux vous témoigner, c'est que il me dit, dès le début, dès qu'on s'est vu à la conférence où il intervenait le soir, moi j'étais intervenu le matin, il m'a félicité en descendant, ça fait quelque chose. Il me dit, tu sais, l'agriculture est la plus grande révolution du XXe siècle. Elle est passée de 70% de la population à Méline à moins de 2% actuellement, en multipliant par 10, voire plus, sa productivité. Aucune catégorie socio-professionnelle peut se targuer d'avoir fait ça. Ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, on a vidé les campagnes pour aller alimenter le terrorisme, mais on ne produisait pas forcément beaucoup plus, parce qu'on avait les colonies pour nourrir les villes. 1950-1960, décolonisation, il faut produire. Là, il y a des moments de génie. Un président de la République, plutôt de droite, le général de Gaulle,
qui va chercher un ministre de l'Agriculture, plutôt à gauche, Edgar Pisani, qui trouve une équipe de gamins à la JAC et aux jeunes agriculteurs, qui avaient monté les jeunes agriculteurs. Il y avait Auguste Gris chez nous, il y avait Michel Debatisse, il y avait Raymond Lacombe, ceux qui sont nos pères, qui montrent ce qu'est l'agriculture moderne, ce qu'a développé l'agriculture. Et sans le savoir, ils l'ont fait sous le mode collaboratif qu'est l'économie de demain. Ils ne savaient pas, mais ils l'ont fait comme ça. C'est pour ça ce qui me fait dire à moi maintenant que l'usage de la donnée en agriculture ne pourra être que collectif. Et ne pourra être que collaboratif, on n'aura pas le choix. Alors le challenge, il est où? Le challenge, il est d'imaginer une agriculture demain qui sera plus responsable grâce à ces technologies qui sont ouvertes. Les enjeux, ils sont où? Il va falloir qu'on apprenne à naviguer, c'est déjà le cas, à travers un univers économique instable et en mutation. Dans nos métiers, on a actuellement un univers qui fait que des produits, quand il y a une variation de 2 à 3%, on l'a vu l'an dernier avec le lait, on l'a vu avec le porc, on le voit avec toute la production, 2% en plus ou en moins par rapport aux besoins du marché, c'est 40, 50, 100% de variation de prix. Ça ne peut pas tenir. Je pense que là, on a des outils qui pourront nous aider demain à mettre un peu d'ordre dans ça et à anticiper pour nous. Et il n'y a qu'à travers les analyses du big data qu'on arrivera à le faire, il n'y aura pas d'autre moyen que celui-là. Deuxième élément, c'est passer de l'utilisation intensive d'intrants à une utilisation intensive de connaissances. Pourquoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, les énergies fossiles, c'est la même chose pour les intrants. D'ailleurs, beaucoup en viennent. Je pense qu'on n'en aura pas toujours. Il nous en reste suffisamment pour passer à autre chose. Par contre, je suis convaincu qu'on n'a pas utilisé 1% de la connaissance que la nature peut nous apporter pour cultiver demain. Je crois, ça peut peut-être choquer ces quelques-uns, je crois dans ce que sera la permaculture demain. Mais pas dans 1 an, peut-être même pas dans 10 ans, non bien plus longtemps que ça, mais elle sera faite à partir du data, qui permettra d'associer des plantes qui feront que les pucerons ne viendront peut-être pas où on les a maintenant. Et ça va demander énormément d'expérimentation, mais je pense que c'est vers là qu'on ira demain. J'espère qu'on n'y ira pas contraint. Troisième élément, c'est recréer du lien avec les consommateurs. Luc, j'ai souvent entendu dire que de notre génération à nous, on avait tous des cousins qui étaient partis à la ville, qui revenaient à la ferme, qui connaissaient les réalités d'une ferme. Déjà le fait que pour passer d'un animal à un aliment, il faut le tuer, il y en a qui ne savent plus ça. Et c'est des vraies réalités qui ont disparu, et ça, il faut recréer ce lien. Je suis convaincu que si les gens veulent du circuit court, c'est d'abord pour recréer du lien avec le producteur, entre le producteur et le consommateur. Je vous ai dit tout à l'heure, les marchés, l'opportunité des marchés qu'il y a sur l'Asie. Le consommateur de Qingdao sur le bord de la mer de Chine a droit à la même transparence, à la même connaissance du producteur que celui qui est à la porte, au Moutier, à la porte de chez moi. Et ça, le numérique peut me permettre de le faire. Donc c'est la troisième grande évolution qu'on va devoir créer du rapport des deux bouts de la chaîne entre le producteur et le consommateur. Cette agriculture, elle sera plurielle, parce que le numérique n'apportera pas, comme certains l'imaginent, qu'à des grandes fermes automatisées. Elle apportera dans toutes les fermes. Je peux vous dire ce que je vous dis tout à l'heure avec l'Afrique. C'est une vraie réalité déjà là-bas. Mais pour que ça marche, une seule chose à nous préoccuper, c'est le besoin. Hier, j'ai été avec quelqu'un qui m'a donné une bonne image, je vais vous la livrer. C'est dans les startups qu'on voit partout, il y a les fabricants de brosses à dents et les fabricants de yaourtières. Une yaourtière, c'est super. Quand on l'a en cadet de Noël ou pas, ou à un autre moment, on trouve ça super bien. On fait 2 fois des yaourts, on le met dans le placard, on s'en sert plus. Une brosse à dents, c'est pas très sexy, mais on s'en sert 2 fois par jour. Je vous dis pas celui qui gagne le plus d'argent des deux. Le besoin, c'est améliorer nos performances, c'est réduire la pénibilité du travail, c'est faciliter les échanges, puis c'est aussi, tant qu'à faire, offrir un revenu décent aux agriculteurs. Puis il y en a avoir d'autres, mais déjà ça, il y a du boulot à faire. C'est une nouvelle agriculture qui est à construire, c'est un challenge qu'à réussir ensemble. Mais si je dis ça, et ça fait partie des éléments qu'on essaye de mettre en place avec Philippe, avec Joël, c'est d'ouvrir à Tech Élevage notre salon à d'autres professions, à des étudiants qui ne sont pas des étudiants agricoles, parce qu'on a besoin de ça. Et tous les gens qui ont un avis sur notre métier, moi ça ne me choque pas plus que ça, après tout c'est normal que les gens aient un avis sur ce qu'on met dans leur assiette.
Mais je leur dis, banco, venez faire avec nous. Pas nous dire comment faire, ça on n'a pas besoin, comme vous dites. Mais venez faire. Venez apporter notre compétence pour le faire. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, les challenges, ils sont où? C'est être créatif, être solidaire, être entrepreneur. Un agriculteur entrepreneur, il sera responsable de ses décisions, on y tient beaucoup. Il sera informé, il sera formé, il saura communiquer directement. Parce qu'il n'y a pas meilleur qu'un agriculteur pour dire la réalité de son métier. Je ne connais pas un paysan qui n'aime pas son métier. Donc il n'y a pas mieux qu'un paysan pour dire ce qu'est la réalité de l'aliment. Entrepreneur solidaire, privilégier les réseaux, je vous l'ai dit, le collaboratif, privilégier la coopération. Ça peut paraître ringard, mais pour moi c'est vraiment d'actualité. Et être créatif, innover, expérimenter, diffuser. 3 points là auxquels je tiens beaucoup. Préférer la créativité aux procédures. Il y en a quelques-uns qui vont reconnaître ça. On croule sous les procédures. On en fait partout, on en fait tout le temps. L'ENA a appris ça d'abord aux énarques, après aux fonctionnaires qui nous apprennent. On fait des séminaires de réflexion, on fait des plans stratégiques. On essaye de foutre de l'innovation dedans, ça ne fonctionne jamais. Jamais. Privilégier les initiatives au règlement, évidemment. Croire au règlement plutôt qu'à l'initiative, c'est pas croire en l'homme. Ça veut dire qu'on ne lui fait pas confiance. Il est venu au CERA des gens comme Emmanuel Jacquelin qui parlaient de la punition. Pourquoi on met des règlements souvent? Parce qu'on ne veut pas punir. Il faudra aussi apprendre à le faire. L'initiative peut en faire partie. Et choisir le pragmatisme plutôt que le finalisme. Quand je suis ailleurs, je donne là, parce que là on est rentré dans ce que je vais véhiculer un peu partout, je donne l'image du Vendée Globe, vous le connaissez, quand ils sont partis des sables avant d'y revenir, ils avaient fixé une ligne, ils ne l'ont pas tenue, parce que s'ils avaient gardé la ligne, à mon avis, ils seraient échoués. Donc c'est pas le finalisme qui compte le plus, c'est le pragmatisme pour pouvoir y arriver. Je pense que avec tout ça, on est en train de passer d'une économie de marché à une économie de réseau. La massification de l'économie de marché, je pense qu'elle est derrière nous. Ceux qui croient encore en ça, je pense qu'ils sont dans l'erreur. La société qui était fondée sur les hiérarchies, je pense qu'elle est derrière nous, on rentre vers une société de réseau collaboratif maillé. Pierre Giorgini, qui va venir à la fin de l'année au CERA, le dira beaucoup mieux que moi. C'est la société dans laquelle on rentre, vous allez voir tout à l'heure comment, tout de suite d'ailleurs. Ça peut en choquer quelques-uns, notamment les éleveurs qui sont là. Vive les étourneaux, bienvenue chez les barbares bienveillants. Les étourneaux nous embêtent un peu sous nos silos l'hiver, mais c'est formidable, c'est merveilleux un vol d'étourneaux. Parce que vous avez vu comment ça se déplace, à la vitesse à laquelle ça va. Est-ce que vous avez vu une fois une collision d'étourneaux? Est-ce que vous avez vu un chef chez les étourneaux? Et pourtant ça marche. Le monde dans lequel on rentre, c'est celui-là. Ça peut paraître bizarre, mais c'est celui-là. Et les barbares bienveillants, c'est quoi? C'est jeunes ou moins jeunes, comme Jérôme, là-bas, qui ont osé aller barbariser l'économie, c'est-à-dire changer, aller dans un autre type de développement. C'est ça le monde des startups aussi. Bienveillants, pourquoi? Parce que c'est pas des hordes de barbares avec le couteau dans les dents. Ils ont plutôt envie de faire des choses qui sont bien. Alors ça, c'est le challenge qu'on a. Changer de bocal. Ce que d'autres appellent le leapfrogging, là c'est plutôt une grenouille qui saute d'un bocal à l'autre. Ça c'est le challenge qu'on a devant nous. Pour ça il va falloir passer en mode créatif. Je vous ai dit que les procédures, ça ne va pas à grand chose. Donc si on ne veut pas de procédures, il faut créer. Moi on m'a toujours appris comme à vous qu'il faut les réfléchir avant d'agir. C'est fini ça. On agit, puis après on réfléchit. Peut-être qu'on va se planter. Mais pour ça il faut accepter le droit à l'erreur. Le seul secret de la Silicon Valley, il est là. Il n'est pas ailleurs. Mobiliser l'intelligence collective. Parce qu'autant qu'on est dans cette salle, la meilleure intelligence, c'est celle qui se regroupe. Et le monde de la donnée, c'est ça. Et si je vous ai dit tout à l'heure que c'est par l'interaction que ça fonctionne, pourquoi? Parce qu'une donnée, c'est pas une valeur comme une autre. Si ma voiture, là, je vous la vends, Christine va vouloir que j'en tire un bon prix déjà, mais vous aurez la voiture, moi j'aurai le pognon. On aura le pognon parce que moi, je suis obligé de vous en donner un peu, puis qu'on se partage, mais hors de l'anecdote, mais j'aurais plus la voiture. Si je vous donne ma connaissance, vous l'avez, mais je la garde. La vôtre, je peux m'en enrichir. Et ensemble, on va en créer une troisième qui sera encore plus forte. C'est ça l'intelligence collective. Et c'est ça que le data permet demain. Pour ça, il va falloir créer ces coalitions de parties prenantes qui permettent
à tous ces points complémentaires, de pouvoir interagir encore beaucoup plus ensemble demain, parce que maintenant on a les outils pour le faire qu'on n'avait pas hier. 3 secrets de la réussite, c'est créer un écosystème qui soit ouvert. L'agriculture dans les années 60, je vous l'ai dit, s'est développée de ce mode collaboratif. Peut-être pas assez ouvert, mais ils n'avaient pas le choix que de le faire de cette façon-là. Parce qu'il n'y avait pas les outils qu'il y a maintenant. Maintenant, on doit s'ouvrir beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusque-là. On a tout pour, mais je ne suis pas inquiet. C'est parti pour que ça se passe. Pensez à agir avant de penser à organiser. Ça, retenez-le bien, parce qu'on fait exactement le contraire tous les jours. On organise, puis après on essaye d'agir. Et puis le dernier, c'est... Ça, c'est le plus pathétique. Il y a tout un passage dans le livre où je reprends quelque chose de Michel Serres. Le leadership ne s'imposera pas, même par le vote, il se méritera, et c'est l'action qui la posera. Quelqu'un qui... La notoriété changera. Quelqu'un qui n'aura de valeur que par sa notoriété, c'est derrière nous, c'est fini. Alors à travers tout ça, bah oui, il faut garder espoir, parce que toutes les, comme Gors nous l'a mis dans l'avenir c'est demain, toutes les idées stupides n'ont pas encore été essayées, alors ma foi on peut continuer à s'amuser un petit peu, vous allez voir comment. Ça c'est la méthode, une méthode. Partir d'un besoin, faire des use cases, des cas d'usage. Certains connaissent ça par cœur, Émilie connaît ça par cœur, Géraldine connaît ça par cœur. Faire des preuves of concept. Parce que les cas d'usage, déjà, on a imaginé un peu, mais on n'est pas sûr que ça marche. Une preuve au concept, il faut qu'on prouve que ça marche. Et à partir de là, on va faire un produit minimum viable. Et là, et ça c'est la façon de fonctionner de toutes les startups, c'est qu'on a une idée, on la construit, on la produit, on la mesure pour voir ce qui ne va pas, parce que souvent ça ne va pas, c'est pas sec. Ça produit de la donnée, on améliore et on agrandit le cercle. Puis d'un tout petit truc, on finit par faire Google, on finit par faire Facebook. Et toutes les startups ont vocation un jour à devenir des licornes. Il y en a quelques-uns dans la salle, je souhaite qu'une chose, c'est qu'ils finissent comme ça, surtout que ceux qui sont là, je les aime bien. Alors on a imaginé, avec quelqu'un que j'aurais bien voulu qu'il soit là ce soir, qui aurait dû être là, mais qui est en train de préparer le prochain, parce que moi je raconte ma vie, mais elle bosse pendant. C'est Aurélie Beaupel. Avec la confiance de Philippe, la confiance de Christian au départ, de Joël, on a monté ce concours avec une start-up pour permettre à des gens qui ont des idées, l'espace de 48 heures, de les développer en équipe, avec l'aide de mentors, pour les faire émerger. Et c'est comme ça qu'on fait émerger un certain nombre de start-up. Une ou deux, plus 3, je pense, de la ferme digitale, dont je vous ai parlé, sont issues de nos concours. On en est assez fiers de ça. Donc effectivement, Aurélie est en train de préparer ce soir, parce qu'on a 100 personnes dans 3 jours à Paris pour faire nos concours de start-up. Et il y a un petit peu de boulot. Elle m'a envoyé un SMS tout à l'heure qu'elle ne pouvait pas être là. Je le regrette, elle aussi évidemment. J'ai une pensée pour elle. Attirer à nous les compétences, initier de l'intrapreneuriat. Ça, on a commencé à le faire déjà chez nous un petit peu. On balbutie avec ça, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. On le construit là aussi en mode start-up. C'est-à-dire que dans les entreprises, partout, il y a vraiment des vraies compétences qui sont ignorées. C'est de les mettre en valeur et permettre qu'elles se développent dans l'entreprise. Ça, c'est une vraie chance du développement de demain. Créer des bootcamps, pas des camps militaires, hein, même s'ils sont en tenue, pour imaginer l'agriculture de demain. C'est ce que j'ai fait en Afrique, c'est ce que je rêve de faire un jour ici, mélangeant des agriculteurs de tous les continents. C'est un challenge que je me suis fixé, qu'on s'est fixé d'y arriver. Je pense qu'on le fera. Digital va réinventer l'agriculture. Ça, c'est un point que j'ai particulièrement à cœur aussi. Consommer local, c'est un devoir citoyen. Quand on a la chance d'avoir de la nourriture fabriquée à côté de chez soi, je ne vois pas en vertu de quoi on irait la chercher à l'autre bout du monde. Sauf peut-être pour aller prendre des choses un peu exotiques pour se faire plaisir. Mais pas de façon massive. Par contre, produire global, c'est une nécessité. Il y a des secteurs, il y a des zones sur la planète, je vous les ai montrées, où il n'y a pas suffisamment de terre pour nourrir. On a une nécessité de produire global. Donc n'imaginons pas qu'il faut produire local pour satisfaire les quelques consommateurs égoïstes qui veulent manger des choses à côté d'eux. Certes, on va produire pour eux, mais nous, on a un devoir pour produire pour plus loin aussi. La blockchain fera de l'aliment un créateur de liens,
On a commencé à y travailler aussi. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que la traçabilité était importante, la certification, la contractualisation de ces produits. Si on doit les emmener sur des chaînes longues, il y a besoin de tout ça. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser avec ces technologies-là. Un nouveau mutualisme qui va se réinventer avec ça. Je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est un peu compliqué, mais je peux vous jurer que dans 5 ans, il y a des choses qui vont être éprouvées là-dessus. Et échanger de la donnée, je vous l'ai montré au départ. J'en arrive à la fin. L'agriculture sera, je pense, un des fers de lance de l'économie du XXIe siècle. On parle renouvelable, on parle de vivant. On a forcément une place à y jouer. C'est les jeunesses du monde qui seront les richesses de l'agriculture. Je sais pourquoi j'ai laissé cette photo. Je l'ai fait pour une conférence en Afrique, je l'ai laissée. Parce que je trouve qu'elle a une force exceptionnelle. De ce jeune éleveur Peul qui a dans une main son smartphone et dans l'autre son petit gamin qui regarde les chèvres. Je pense que ça, c'est une force exceptionnelle. La bienveillance environnementale fera de l'agriculture le poumon de la terre. Et pour ça, il ne faut pas jeter la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que produire moins chez nous pour arranger 2 ou 3 petits trucs au niveau environnemental et fermer les yeux sur la déforestation des forêts équatoriales, c'est un crime. C'est ce qui se passe actuellement. Le vrai enjeu au niveau du climat, il est plutôt là-bas que chez nous. On n'a pas le droit de laisser déforester des surfaces énormes dans cette zone-là, cette zone équatoriale en Amazonie, dans les forêts du Congo, dans les mangroves de Malaisie, qui sont le poumon de la terre. L'agriculture devrait être à la fois productive et durable, respecter tous les savoir-faire. Tous ces savoir-faire, il faut les numériser. Je vais vous raconter une anecdote qu'on a eue au mois de novembre en Afrique, un jeune agriculteur. On se suit beaucoup sur les réseaux, suivait avant, suit encore plus depuis. Il me dit, il fait des vidéos, il a une chaîne YouTube qu'il a montée pour développer l'agriculture chez lui. À partir d'un smartphone qui a la vitre complètement brisée, mais ça fonctionne. Il me dit, je veux que tu me fasses une vidéo sur tout ce que tu fais, puis comment que tu transmets ton savoir. Parce que les vieux comme toi, qui me dit, t'es gentil, et chez nous, je veux qu'ils me transmettent ce savoir. Il me dit, vous n'aurez plus besoin avec les outils que vous avez. Mais moi, je sais qu'on a besoin de leur savoir. Et on a besoin de tout ce savoir-là, parce que numériser, c'est bien, mais il faudra avoir quelque chose à numériser. C'est la connaissance qui est importante, c'est pas le numérique. Là, j'en arrive à la fin, parce que partout où je finis à ça, c'est la première phrase de mon livre. C'est une phrase de Jean Yol. La tradition est le pied mère, le progrès en est le greffon, le digital sera le greffon de l'agriculture du XXIe siècle. Je vous remercie.